La sensation d'être seul au milieu de la nature l'enivrait. Depuis son départ d'Uneishi jusqu'à l'arrivée à Imos, la route avait été passablement animée, entre les pèlerins se rendant au temple du mont Koya ou en revenant, et les allées et venues des hommes de peine, mais ensuite, étrangement, le flux s'était considérablement tari. Depuis qu'il s'était assis pour se reposer, Masaki n'avait vu personne passer devant lui, si ce n'est un homme qui pérorait d'une voix forte « Et moi, Takehara Yaro, je vous dis que… » escorté d'un compagnon. Au bout d'un moment, Masaki se releva péniblement pour reprendre sa marche. À ce moment précis, il sentit quelque chose frôler son visage. C'était le papillon du train qu'il reconnut aux petites fleurs écarlates épanouies sur la laque poudrée d'or de ses ailes. Après 2 ou 3 battements d'ailes, l'insecte s'éloigna rapidement, voltigeant en oblique. Masaki le suivit machinalement des yeux. Naturellement, il ne pensait pas qu'il puisse s'agir du même papillon. Simplement, ce blason rouge inhabituel posé sur les ailes avait frappé son regard, puis l'avait captivé, tant il était pareil à celui du papillon que le vieillard avait relâché à la descente du train. Au début, il ne s'agissait de rien d'autre que cela. Cependant, au bout d'un moment, cette minuscule silhouette voltigeant sur la route en plein midi prit possession de son esprit. La patronne de l'auberge d'Uneishi avait assuré qu'il parviendrait à Angun dans la journée. Mais son voyage était avant tout d'agrément. Il n'avait aucun but précis. En quoi cela lui nuirait-il d'avancer sans se presser et d'arriver au temple au bout de 2 jours seulement, voire 3. S'il allait jusque dans les environs des sources thermales d'Agaryu, il trouverait certainement une auberge, et peut-être même un peu avant, vers Tamaga-kyushi ou Nishinaka. Par chance, il avait encore largement de quoi financer son voyage. Rien ne l'empêchait donc de flâner un peu en route. Réfléchissant ainsi, Masaki décida de n'écouter que son plaisir et musarda un moment ingénument à la poursuite du papillon. Plus il le contemplait, plus il se sentait captivé par la beauté sans pareille de l'insecte qui semblait de surcroît l'inviter à le suivre, et cette image se superposait à celle de la femme à l'ombrelle qu'il était pourtant sur le point d'oublier, tant et si bien qu'il se mit à suivre le papillon de plus en plus loin, s'oubliant lui-même. Tel fut le dernier effet de la fatalité. Détournant lentement le regard des dernières lueurs du couchant, Masaki se mit à marcher en direction de la montagne. Il n'avait pas le moindre souvenir de la façon dont il était parvenu jusque-là. Pourquoi ne se rappelait-il rien des paysages qu'il avait traversés, alors même que les écorchures sur ses bras lui indiquaient combien il avait dû être escarpé? La pente était extrêmement raide, les points d'appui instables. Dans ces conditions, on pouvait considérer comme assez extraordinaire le fait qu'il ait pu suivre le papillon si haut sans qu'aucun obstacle soit venu lui barrer le chemin. Maintenant, toutefois, l'insecte s'était volatilisé. Masaki tourna la tête pour inspecter les alentours et laissa échapper un soupir. Le paysage qu'il avait contemplé le long de la route principale avait disparu sans laisser la moindre trace. Les chênes touffus qui recouvraient les pentes autour de lui exhibaient tous d'étranges troncs fendus qui se penchaient les uns vers les autres ou s'entrelaçaient couverts de mousse ou de lianes ou encore d'écorces griffées par des bêtes sauvages. Dans le crépuscule, les innombrables fleurs qui pendaient des branches ressemblaient à des larves couleur de sang noirâtre. De temps en temps, un souffle de vent traversait les feuillages, les faisant trembler légèrement. La nuit commençait à tomber. Ces ténèbres denses prenaient lentement, profondément, possession de la montagne. En peu de temps, la nuit engloutit les chevilles de Masaki, parvint jusqu'à ses genoux, puis sa poitrine. Loin de se retirer, cette marée de noirceur monta jusqu'à son cou, recouvrit son crâne, s'épaissit encore avant de s'attaquer cette fois
à la montagne elle-même, absorbant le brouillard vespéral, engloutissant bientôt le firmament lui-même. Comme des poissons morts au fond des mers aspirant à retrouver la surface lointaine, comme leur dos aux fines écailles désormais privées de l'éclat que leur renvoyaient les rayons de la lune. Ainsi le monde sombra lentement, lentement dans les abysses, avec les ténèbres. Chaque pas que Masaki faisait sur l'humus accumulé au cours des siècles soulevait une puanteur humide, à la fois acide et sucrée, et s'accompagnait d'une sensation d'élasticité à laquelle il essayait en vain de résister, suscitant en lui l'écœurante illusion de fouler un tapis de chair pourrie. Quand les ondulations du terrain le faisaient trébucher et qu'il était obligé d'enfoncer ses pieds plus qu'il n'aurait voulu dans cette terre immonde, il sentait les branches pourrissantes craquer sous ses pieds avec un bruit d'os brisé qui se répercutait dans ses talons. Mêlé aux trilles du rossignol, le chant du coucou continuait à résonner, si cristallin qu'il en devenait poignant. Tout en poursuivant sa marche, Masaki fouilla une fois de plus dans ses souvenirs, depuis le moment où il avait quitté le chemin principal, jusqu'à son arrivée dans ces étranges parages. Cette fois, des fragments de paysages lui revinrent en mémoire, sans toutefois lui permettre de reconstituer un itinéraire. Aucun des éléments du tableau qu'il avait sous les yeux depuis qu'il avait tourné les talons n'était lié à un souvenir. Si ses pas avaient déjà foulé ces lieux, un signe ou un autre aperçu dans la nature qui l'entourait aurait dû, dévidant le fil de sa mémoire confuse, l'avertir de ce qui allait ensuite apparaître sous ses yeux. Or, il ne se produisait rien de tel. Il avait le sentiment que tout ce qui frappait son regard, l'ombre des arbres, les touffes d'herbe, lui apparaissait pour la première fois. Il lui revint soudain à l'esprit la façon dont, au départ de Takada, il s'était passé la même chose alors, cette impression qu'une chiquenaude l'avait éjecté pendant un bref moment hors du cours du temps, comme s'il avait raté un arrêt ou deux pendant le court laps de temps que le papillon égaré avait mis pour voler d'un wagon à l'autre, de telle façon que pour finir, il se retrouva transporté à son insu sur un terrain qui lui était parfaitement inconnu. À cet instant, une pensée sinistre frappa l'esprit de Masaki. Il avait laissé passer l'arrêt de Kuzu et finalement descendu à Futami. La femme à l'ombrelle, à la gare de Shimbashi, le jour de mon départ. Le bord de son chapeau n'était-il pas orné d'une broderie blanche ? Ah, si, je m'en souviens maintenant. Je l'avais complètement oublié, mais je suis sûre d'avoir lu quelque part cette légende irlandaise, je crois. L'histoire d'un homme qui rencontre une femme au chapeau orné de dentelle blanche et meurt 6 mois plus tard. Le visage de l'inconnu vint flotter derrière ses paupières. Il eut ensuite la vision du macaon voltigeant dans le ciel azuré et de la paume du vieillard qui venait de le relâcher. La jeune femme battit des paupières et, simultanément, le blason écarlate au dos des ailes du papillon disparut brusquement aux yeux de Masaki. Aussitôt après, il vit les mains du vieillard se refermer dans l'air sur le bel insecte. Les 3 images se fondirent les unes dans les autres et, sur cette toile de fond, passèrent des vues fugitives de la gare de Shimbashi, du compartiment de 3e classe, du chemin vicinal d'Uneishi, du col de Miura. Masaki crut d'abord qu'il s'agissait de l'enchaînement de la fatalité qui l'avait mené jusque-là, puis, légèrement inquiet, il prit exprès un ton violent pour se morigréner lui-même. Ridicule, ce fatras de superstition ne veut rien dire. Premièrement, cela fait non pas 6 mois que j'ai rencontré cette femme, mais pas même 1 semaine. Et puis, c'est dans les montagnes des alentours de Nala que je me trouve en ce moment, pas en Irlande. Ma parole, serais-je en train de devenir fou ?
Il ne tira cependant aucun réconfort de ses railleries à l'égard de lui-même. En regardant devant lui, il eut l'impression que la nuit s'était faite plus profonde encore. Il avait maintenant du mal à distinguer le sol à ses pieds. Il trébucha sur une racine à nu, posa machinalement les mains sur un tronc pour se retenir, mais les retira en hâte, sentant sous ses pommes comme un chuintement de larves écrasées. Il distingua de petites taches, comme du jus jaunâtre sur ses mains. Il releva la tête et pensa à nouveau, mais sans le dire tout haut cette fois. C'est vrai, cela ne fait pas même une semaine que j'ai rencontré cette femme, et je ne suis pas en Irlande. Puis il poursuivit, presque inconsciemment. Cependant, le lieu et l'heure représentent un réel péril. Juste à ce moment-là, il distingua assez loin devant lui 2 points écarlates luisant comme 2 minuscules lanternes rouges dans la nuit. Serait-ce le papillon ?